se retrouve aujourd'hui pour l'update lecture numéro je sais pas combien, étant donné que ces derniers temps je mélange l'ordre des updates, comme je vous en avais parlé, puisque pour pouvoir sortir les updates en temps et en heure vis-à-vis des résultats du PLIB, eh bien j'étais obligée de chambouler l'ordre. Donc en fait, je vous tourne la vidéo, on est actuellement mardi, je compte la monter demain mercredi, et vous la verrez le jeudi. C'est extrêmement rare que je vous tourne des vidéos juste avant qu'elles sortent. Profitez s'il y a un quelconque avantage pour vous, je ne sais pas. Mais bref, toujours est-il que c'est parce que dedans je vais vous présenter les 2 derniers finalistes du PLIB que je ne vous avais pas encore présentés. Petit aparté aussi sur le son, dites-moi surtout en commentaire si vous trouvez que le son est meilleur que d'habitude. Parce que d'habitude on utilise un micro, sauf qu'une amie m'a récemment fait remarquer qu'en fait la qualité lui semblait meilleure quand on n'utilise pas de micro. Donc si vous voyez pas de différence, mettez rien par rapport à ça. Si vous en entendez une, surtout dites-le en commentaire, qu'on puisse s'adapter en fonction. Que ce soit Laurie de son côté, moi de mon côté, ou toutes les deux ensemble. Bref, donc qui dit je vous tourne cette vidéo spécifiquement pour le PLIB, pour qu'elle sorte en temps et en heure, signifie j'ai pas tant de livres que ça à vous présenter par rapport à ce que je peux avoir à dire d'habitude. D'autant plus que là, il y a au moins un livre pour lequel ce sera plutôt court, et c'est par celui-là que je vais commencer. Puisque je vous présente le tome de Dessin, donc 21e jour chez PKJ. Donc là c'est le format poche, aucune idée. Collection R peut-être bien, en grand format. Le pitch, je rappelle, donc Dessin, c'est que nous avons 100 délinquants juvéniles qui habitaient sur l'Arche, donc une station spatiale. Et ils vont être envoyés sur Terre pour voir si elle est de nouveau habitable, parce que les humains avaient quitté la Terre parce qu'elle était devenue radioactive suite à des guerres radioactives. Je lui ai mis la note de 7 sur 10. Avant tout, ce qu'il faut savoir et ce dont il faut vous rappeler si vous n'avez pas vu, parce que comme du coup la chronologie est mélangée, je ne sais pas, il me semble que oui, mais si vous ne l'avez pas vu, l'update où je parle du tome 1, sachez que si vous avez aimé la série, ça n'a pas grand rapport. On part du même postulat, mais après, ça part sur des bases complètement différentes, et surtout c'est bien plus pour les collégiens, je dirais, lycéens à la limite qui aiment beaucoup le drama un peu niais, que la série peut l'être. On dirait presque que c'est les mêmes événements mais vus avec un angle complètement différent. C'est comme si je vous disais que y a un film sur la Seconde Guerre mondiale plutôt du côté horrible envers qu'est-ce qui s'est passé et tout, les événements étaient horribles machin, et qu'on vous raconte la Seconde Guerre mondiale du point de vue d'une romance entre 2 personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, c'est pas du tout la même ambiance et pourtant on vous raconte une même partie de l'histoire. C'est un peu la même vibe entre la série et le livre. Maintenant on met de côté la série et je vous parle exclusivement du livre. Comme la fois précédente, je l'ai lu en lecture commune avec Milatea, une amie Phoenix du groupe des Phoenix, sur le Discord du PLIB, même si ce groupe des Phoenix va être officiellement dissous, mais officieusement on s'est tous réunis sur notre Discord à nous, on s'est carrément créé un Discord à nous pour pouvoir continuer à être en contact. Et ça a été assez laborieux, cette lecture, parce que quand l'une voulait le lire, l'autre voulait pas, et du coup je pense qu'il s'est passé plusieurs mois en fait entre le début de la lecture et la fin de la lecture. Bon, peut-être pas plusieurs mois, mais au moins un, c'est sûr. Jusque là, j'avais beaucoup aimé le côté drama, parce que ça me faisait rire, vous voyez, je le prenais vraiment au second degré, et du coup, c'était kiffant. Mais alors là, le drama tue le drama, il y en avait beaucoup trop, tout le temps, et il n'y avait jamais de sérieux, entre guillemets. Enfin, je sais que c'est censé être sérieux, mais moi, du coup, comme je trouve pas ça sérieux, que ça me fait rire, j'ai trouvé qu'il n'y avait jamais de sérieux. C'est extrêmement rare que je reproche ça à un bouquin, mais celui-ci était kitsch. Alors, en parlant avec des potes il y a un moment, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous les mêmes définitions de kitsch. Bon. Mais moi, on va dire, là en l'occurrence c'est le kitsch un peu stéréotypé et tout, puisque comment dire, la façon de faire des flashbacks dans ce livre, alors déjà il y en a très souvent, et c'est lourdingue, faut être honnête. Et en plus la façon de le faire est très cliché, et très kitsch, et très prévisible, enfin je veux dire, tu fais ok d'accord. Bon, bah ok. Enfin, si vous cherchez un style d'écriture, clairement c'est pas les 100 qu'il faut lire, hein. Vraiment pas. Après, l'avantage d'être très stéréotypé, comme je le disais, c'est qu'au moins ça se lit vite, c'est fluide, enfin je veux dire, c'est... Y a rien d'extrêmement innovant. Du coup, ça s'enchaîne rapidement, c'est pas prise de tête, enfin... C'est fluide, et franchement, s'il n'y a pas ce côté lecture commune qui vient vous arrêter quand il faudrait pas forcément, franchement, vous faites ça en une journée ou 2 jours, mais c'est largement faisable. Et vous voyez, j'ai déjà fini de vous en parler, donc c'est dire s'il y avait rien à dire dessus. Puisque, bah voilà. Donc, conclusion,
vous aimez le drama, vous avez pas peur que le drama en question soit trop adolescent pour vous, allez-y. Ça se lit vite, ça se lit bien, posera pas de problème. Vous cherchez une vraie histoire, plutôt SF, qui s'attardera pas trop sur les sentiments et bien écrite, clairement, passez votre chemin. En revanche, si vous cherchez de la bonne SF, qui est ma dernière lecture terminée et dont je n'ai pas écrit dans mon carnet ce que j'en avais pensé, donc ça va être peut-être un peu plus fouillis, parce que pour le coup, même si c'est ma dernière lecture finie, ça remonte un peu, et comme je le disais, j'ai pas pris de notes dessus, et comme ça fait vraiment un moment que je prends des notes sur mes bouquins, je vais peut-être me planter, enfin pas me planter, mais oublier des trucs et m'en vouloir après, mais bon, tant pis, que voulez-vous, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je vous présente ce grand classique Fahrenheit 451 de Ray Bradbury aux éditions Folio SF ici, qui n'est pas une édition fabuleuse, mais il y a une autre édition chez Folio qui est très très stylée, puisqu'on dirait que le livre a réellement brûlé, et ça c'est la classe. Pour les peu d'entre vous qui ne connaîtraient pas le résumé de Fahrenheit 451, parce que j'estime quand même que c'est un énorme classique de SF, et que si vous regardez mes vidéos, vous aimez un minimum la SFFF, donc voilà. On va suivre Guy. J'ai d'ailleurs pas compris pourquoi il s'appelait Guy, parce que c'est un anglais qui a écrit, et Guy pour moi c'est un prénom extrêmement français, mais ok. Donc on va suivre Guy, qui se trouve être un pompier, sauf que être pompier a complètement changé de signification dans le futur. Est-ce qu'on sait dans quelle année c'est? Non, on n'a aucune idée de quand c'est. Non. Eh bien, il est pompier, mais être pompier, ça ne signifie pas arrêter les feux, mais les démarrer, les feux. Puisqu'en l'occurrence, il y a une grosse liste de livres interdits, et donc quand on découvre que quelqu'un possède un de ces livres, eh bien on fait brûler tous ces livres, mais la maison du propriétaire, et on fout le propriétaire en prison. Voilà, c'est sympa. Et donc on va suivre ce bon vieux Guy, quand il va, suite à un événement, commencer à se poser des questions de pourquoi on fait ça, est-ce que c'est bien qu'on fasse ça, etc. etc. Ce livre. J'y suis allée reculons. À chaque fois que c'est étiqueté classique, moi, je tremble dans mes chaussettes, j'ai les genoux qui claquent. Bref, j'aime pas le mot classique de la littérature, ça me fait toujours très peur. Surtout que là, c'est un classique au point que ce soit sur la fameuse affiche dont je vous parle ponctuellement, où il y a les 50 livres à lire dans sa vie. Donc c'est ma lecture de l'année de l'affiche, si vous ne l'aviez pas compris. Et donc, je sortais d'une lecture qui avait été laborieuse, dont je vous parlerai plus tard, donc vous allez savoir pourquoi plus tard. Et allez savoir pourquoi je me suis dit, eh viens, et si t'enchaînes sur un classique qui sera potentiellement laborieux lui aussi? Trop bien. Et donc, j'ai enchaîné sur Fahrenheit 451. Mais quelle extrêmement bonne surprise! Bon déjà, pas de gros risque, il faisait 250 pages. Même pas. Et donc, forcément, qui dit bouquin de moins de 250 pages dit, il y a peu de chances que tu le traînes pendant 3 siècles. Bon. Ensuite, ce bon vieux Guy, on démarre vraiment avec lui. Salut. Je disais donc, on suit vraiment ce bon vieux Guy dans sa transition, entre guillemets, de je vois pas le problème à il y a ça qui va pas, mais bon, ça va s'il y a que ça. Ah, il y a vraiment des gros trucs qui vont pas. Ah, bordel, faut que je me barre de là, c'est grave, c'est dangereux, fuyons. Voilà. On passe par un panel de personnages assez intéressants, placés différemment sur le spectre de je suis endoctriné ou pas du tout. Il y a des retournements de situation qui m'ont surprise, je ne m'y attendais pas. La fin... Voilà, je sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de nos jours, il y a de moins en moins de fins ouvertes volontaires. Pourquoi je dis volontaires? Parce qu'il y a régulièrement des fins ouvertes de type l'auteur avait prévu de faire un tome de plus, mais il a pas pu, parce qu'il est décédé, parce que la maison d'édition n'a plus voulu publier, etc. etc. Mais des fins ouvertes volontaires, où la suite n'était même pas envisagée, imaginée, prévue, c'est pas si fréquent que ça, et là pour le coup, c'en est une. Donc c'est un peu inhabituel, mais en même temps, je me dis que peut-être à l'époque où ça a été écrit, c'est-à-dire en 1953, en tout cas ça a été publié en 53, peut-être qu'en 53 c'était beaucoup plus courant et moins gênant et moins choquant, mais voilà. Donc là ça m'a un peu surprise, mais pas gênée autant que je m'y serais attendue si j'avais su. Donc ouais, excellente lecture, je ne saurais trop dire si c'est un coup de cœur ou pas, je me tâte un peu, je pense pas, je pense que c'était une excellente lecture, mais pas un coup de cœur. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire dessus? Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je pense que si j'avais été plus émotionnellement impliquée, ou qu'il n'y avait pas eu cette fin ouverte, peut-être que ça aurait été un coup de cœur. Mais je ressens pas ce truc de « ouais, c'était une énorme claque
au point que ça soit un coup de cœur. Quand je l'ai fini, si ça l'était, mais maintenant avec un petit peu de recul, genre je sais pas, une semaine, ouais ça doit être ça, c'est parfaitement ça, c'est une semaine, bon, c'était une excellente lecture, mais pas au point que ça soit un coup de cœur intergalactique. Ensuite je vais vous parler d'un tome 2 qui ne m'a absolument pas déçu, même si j'avais peur qu'il le fasse parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome et du coup je frémissais d'horreur à l'idée que ça ne me plaise pas autant. Tada! Bon, va falloir que je triche. Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, trafic sanglant, vampire sur les dents, une nouvelle enquête qui voit rouge. De Maëlle de Sart aux éditions Rajo. Donc ce tome 2 reprend ce qui a fait le succès du premier tome, c'est-à-dire Esther Parmentier, cette jeune femme ronde, rousse, qui découvre que c'est une sorcière, mais une sorcière avec des pouvoirs d'un niveau merdique. Elle va être recrutée en tant que stagiaire dans une entreprise, alors pas de sorcellerie mais de créatures magiques, qui mènent des enquêtes sur des histoires magiques. Et dans cette, vous l'aurez deviné, enquête, on est plutôt sur le côté vampire. Même si c'était aussi le cas plus tôt dans le premier tome. Bref, on reste sur les vampires, mais sur une dimension différente des vampires. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série est géniale, ce deuxième tome est génial, mais que l'autrice ne sait jamais trop à l'avance si la maison d'édition va lui permettre de faire un tome en plus. Pourtant, la fin de ce bouquin laisse sur un gros cliffhanger. Alors moi, vous me connaissez, les cliffhangers, ça m'effleure à peine, je m'en fiche parce que je les oublie. Celui-là, j'ai dû le lire il y a un mois, je l'ai pas encore oublié. Peut-être que je l'oublierai, peut-être pas. Je vais m'en remettre de l'attente parce que, comme je le disais, franchement, à force, les cliffhangers, ça va. Mais pour ceux qui ont du mal, vous allez pas apprécier. Je lui ai mis la note de 9 sur 10, et pourquoi il n'a pas eu 10 sur 10? Parce que la fin m'a semblé complètement confuse. Après, pour la défense de l'autrice, j'étais occupée et je passais mon temps à lever la tête pendant ma lecture, donc j'étais pas concentrée à 100% clairement, et peut-être que si j'avais été dans mon canapé tranquille à lire, ça ne m'aurait pas posé autant de problèmes, mais là en l'occurrence vraiment j'ai dû relire les 2 derniers chapitres, et je les ai relus dans le même contexte dans la foulée d'avoir fini, et même ça, j'étais pas sûre à 100% d'avoir tout compris, les tenants, les aboutissants et la résolution de l'enquête. Mais c'est pas grave, parce que le reste était vraiment excellent, comme la fois précédente. Pour commencer, exactement comme les 100, ça se lit très vite et c'est très addictif, puisque je l'ai lu en 2 jours et demi, un truc du style, et ça fait un bien fou de dévorer un livre si vite, qui soit qualitatif, qui soit pas juste comme les 100 en mode mal écrit et du drama, et du coup ça prend pas la tête et ça se lit vite. Là pour le coup c'est passionnant, et du coup ça se lit vite. Les personnages sont toujours aussi hilarants, notamment Esther évidemment parce que c'est la plus drôle. Bon, j'ai parlé du cliffhanger final qui pouvait être comme un point négatif, mais je vous assure qu'il promet tellement pour la suite que c'est un peu ambivalent, vous voyez, parce que j'ai super envie de lire la suite, et je trouve que c'est un point positif ce cliffhanger, et en même temps ça me donne envie de lire la suite alors qu'elle n'est pas sortie. Sans oublier les références, il y a des références à tout va, pour, je pense, en gros, si je dois cibler les générations, ma génération, donc plutôt ceux qui ont aux alentours de 25 ans, et jusqu'à ceux qui sont plus 5-10 ans au-dessus. Je pense que c'est à peu près ça la tranche d'âge visée au niveau des références. Je pense que ça peut se lire plus jeune que 25 ans, hein, évidemment, hein, mais les références, pour moi, c'est ciblé sur du 25-35. À peu près. Parce qu'il y a certaines références que j'ai pas, parce que je sais que je suis pas assez âgée. Mais j'ai la plupart des références quand même. Et elles m'ont bien fait rire, ces dites références. Et enfin, mais non des moindres, évidemment, la variété des personnages et de leur personnalité. Parce que je trouve ça super important quand un auteur ou une autrice arrive à caractériser ses personnages très distinctement et qu'on arrive à distinguer les caractères de chacun et qu'on puisse presque dire cette phrase c'est lui qui a dû le dire ou elle qui a dû le dire parce que clairement ça viendra pas de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est digne d'une bonne écriture de personnages, donc on dit merci Maëlle de Sart. Voilà, ce livre est une merveille. Je l'aime énormément, et si clairement tous les tomes sont comme ça, cette série risque de s'élever au rang de mes séries préférées. Donc si avec ça je vous ai pas donné envie de lire la série Esther Parmentier, je ne sais pas ce qu'il vous faut encore. Et voici la fameuse lecture dont je vous parlais tout à l'heure qui m'a mise en difficulté et qui m'a fait craindre une peine de lecture, mais qui a été sauvée par Fahrenheit 451 dans la foulée.
Donc ce livre s'appelle Taciturne Éternité, il est des Neurales de Sania et c'est aux éditions Cherry Publishing qui me l'a envoyé en service presse, donc à nouveau on leur dit merci les gars. Donc, je tiens à rassurer les foules, si ce livre ne m'a pas plu, ce n'est pas une question de c'était nul, c'est une question de c'était pas pour moi. Ici on va suivre Judy et Moyana qui sont deux jeunes femmes en un sens similaire et en un autre très différentes, c'est-à-dire que toutes les deux ont été passionnées par le chant dans leur vie, et lorsque l'une d'entre elles est en train d'essayer d'accomplir son rêve et d'accéder au cours Florent, si je me trompe pas dans les termes, l'autre a eu son rêve brisé et on sait pas trop pourquoi au début, on sait juste qu'elle ne rechantera probablement plus jamais de sa vie. Comme d'habitude, si vous me connaissez, vous savez que je suis partie avec des appréhensions parce que, eh bien, tout simplement, c'est une petite maison d'édition, donc, en bonne femme stéréotypée que je suis, j'y suis allée à reculons. Mais j'ai été extrêmement surprise, parce que j'ai été instantanément dans l'histoire, très prise dedans, et j'étais très vite très accro à ce qui se passait. Vous allez donc me dire, mais que s'est-il passé? J'y viens. Donc j'ouvre le bouquin, je suis à fond dedans, je suis trop contente. En plus, je me rends compte qu'il y a des chansons, j'en ai d'ailleurs fait une playlist sur Deezer. Voilà, c'est ce que je fais à chaque fois qu'il y a des chansons dans les bouquins, donc c'est ce que j'ai fait, évidemment. Et bref, je continue ma lecture, je suis toute contente. Et je me rends compte au bout d'un moment qu'il y a un truc qui me gêne, mais j'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Et au moment d'en parler à Laurine, je me rends compte, je mets le doigt dessus, je sais où est le problème. Proportionnellement, il doit y avoir à peu près un quart d'action. Allez, une moitié de ressenti, de sentiments, etc. Et un quart d'imagination des héroïnes, de qu'est-ce qui pourrait se passer, d'hypothétique et de machin. Ce n'est pas un bon équilibre du tout. C'est-à-dire que peut-être que ça plaira à certains, notamment les personnes qui aiment la poésie, parce que ça fait très poétique, très... Ouais, c'est ça, très poésie, hein, je saurais pas comment vous le formuler autrement. Mais je n'aime pas du tout la poésie, c'est vraiment pas mon truc. D'où le fait que j'ai mis si longtemps à aller vers les lectures en vers, parce que pour moi ça s'approche de la poésie, du coup, voilà, j'y vais un peu en grinçant les dents. Mais là c'était vraiment trop dans la poésie, et c'est ça que j'aime pas. Et c'est, je pense, pour ça que ça s'est trop attardé sur les sentiments, sur les éventuelles possibilités des événements, etc., etc., etc. Et clairement, quand tu vois sur une page complète, il y a 3 phrases d'action et le reste c'est que du sentiment, que du... Et ça a compressé ses poumons, et ça a fait sortir tout l'air de sa bouche, et son cœur se sentait si serré qu'elle se demandait s'il allait pouvoir battre à nouveau, etc., etc. C'est pas que c'est mal écrit, c'est juste qu'il y en a trop, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je ne suis pas une grande fan des personnages hantés, le fameux personnage qui a eu un passif, qui a eu une vie difficile et ce qui explique son comportement de bad boy, ce genre de choses. Voilà, il n'y a pas de bad boy, c'est une romance entre deux femmes. Mais bref, elles sont toutes les deux hantées par quelque chose de différent, certes, mais hantées quand même, ce qui fait que c'est un peu lourdingue en fait. Il y a pas... J'aime bien à la limite le personnage hanté quand c'est dans une romance où il y a ce personnage tout joyeux et ce personnage hanté, genre Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Là, c'était le cas. Mais là, les deux sont hantés de manière différente, et en fait, d'un point de vue humain, au-delà du bouquin, oubliant le bouquin, je vois mal comment 2 personnes peuvent être bien dans leur couple si les 2 sont mal dans leur peau. En fait, moi ce que j'ai toujours dit dans ma vie perso, c'est aime-toi toi avant de pouvoir te faire aimer des autres. Ça me paraît évident. Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué d'aimer quelqu'un d'autre quand soi-même on a des problèmes avec soi. Et que les autres nous aiment quand nous-mêmes on a des gros problèmes à régler, quoi. Donc, eh bien, ça aussi, ça m'a posé problème. En revanche, quelque chose qui m'a pas du tout posé problème, c'est le côté engagé, le côté féministe. Ça n'est pas du tout un sujet féministe, il y a pas d'homophobie, je crois, il me semble. Il y a pas d'homophobie directe, on va dire, mais plus de l'homophobie passive. Je sais pas si je me rends très claire, j'ai plus les bons termes dans l'immédiat, mais en gros, la seule homophobie qu'il peut y avoir, c'est parce que quelqu'un part du... Enfin, une ou plusieurs personnes, je sais plus, partent du principe qu'elles sont hétéros, point, en fait. Donc oui, c'est de l'homophobie, mais c'est quand même plus sympa que se faire caillasser. Autre point positif auquel je pense qui va un peu avec le côté engagé, c'est qu'il y avait des trigger warnings. Oui, c'est ça, il y a un trigger warning au début, évocation de féminicide, maltraitance infantile, abandon d'enfants. Donc vous voyez, comme quoi... Merci les trigger warnings qui sont présents. Oui, ça c'est un excellent point pour la maison d'édition. Et enfin, je vais malheureusement finir sur un point négatif, ce que j'ai appelé la poésie de lycée.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par ce terme-là, mais quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée, j'étais très... Alors pas drama queen non plus, pas au stade de Laurine, mais j'ai beaucoup écrit des textes dans mon coin que je trouvais très beaux, très romantiques, très... Vous voyez l'idée. Et j'avais l'impression, en un sens, à certains passages, de retrouver ce genre de texte. D'où le, à nouveau, ratio action, pas action, parce que le genre de texte comme ça, c'est 0 action. Et donc, j'étais en mode, oui, c'est pas que c'est pas joli, mais c'est juste que j'aurais pu l'écrire aussi, j'ai l'impression. Et que c'est pas... Je suis pas fan de poésie de haut niveau, alors la poésie de niveau, j'aurais pu l'écrire. Voilà. Donc bon, conclusion globale sur ce livre. Écriture plutôt débutante, beaucoup trop de poésie pour moi, mais très prenante sur les débuts, parce que du coup, je l'ai pas forcément dit, mais après j'ai eu de la peine à avancer. Et surtout, un bouquin engagé, mais sans en être le sujet principal du livre, c'est-à-dire que vous allez avoir des scènes par-ci par-là qui sont féministes, qui sont engagées, mais va pas y avoir toute une partie de l'histoire dessus. Et ça, c'était chouette aussi. Et vous les attendiez, je les ai teasés depuis le début, j'ai dit qu'il me restait 2 livres du Plib à vous présenter. Les voilà. Petit récapitulatif, puisqu'il ne va plus y avoir de suspense d'ici 10 secondes, sur où j'en étais vis-à-vis de mon classement. Position numéro 5, Rocaille, de Pauline Cidre, aux éditions Projet Silex, que j'ai lu en premier, dont le pitch était celui qui me plaisait le moins, c'est pour ça que j'ai lu en premier, comme ça j'en étais débarrassée. Et effectivement, à l'heure actuelle, quand je les ai tous lus, je sais que c'est celui que j'ai le moins aimé. Même si c'était sympa en un sens, j'ai pas détesté, contrairement au Plib d'il y a 2 ans où j'avais détesté des bouquins, mais voilà, ça m'a pas plu plus que ça. Top 4, La ville sans vent, d'Éléonore de Villepoix, le tome 1, parce que ça c'est un tome 1, aux éditions Hachette. Lui il m'a bien plu, mais par certains sens il était long, je savais que si je lisais pas le tome 2 dans la foulée, je le lirais probablement jamais, le tome 2 m'a plus plu que le premier. Bon. Troisième marche du podium, nous avions Princesse au visage de nuit, et je savais pas si elle serait top 1, top 2, top 3, mais je savais que c'était dans le 3. Au final, La Princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom va rester top 3. J'ai beaucoup hésité entre La Princesse au visage de nuit et les 2 que j'ai à vous présenter pour être mon gagnant du Plib. J'ai hésité très longuement et j'ai laissé le temps filer. Et je me suis dit, celui pour lequel je vais voter, c'est celui pour lequel j'ai le plus de souvenirs qui me reviennent, j'y pense le plus souvent, qui m'interpelle encore alors que je l'ai fini. Et ce livre s'est avéré être le dernier que je vais vous présenter. Donc celui que j'ai malheureusement mis en top 2 et pas en gagnant, c'est Steam Sailors de E.S. Green, E.S. Green, je sais pas comment le dire du coup parce qu'elle est française, aux éditions Gulfstream. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, je l'ai adoré et que j'ai hâte de lire la suite. Le tome 2 est déjà sorti, je me demande si le tome 3 est pas sur le point de sortir. C'est possible, je ne sais plus. C'est un excellent livre, donc j'ai oublié de le dire, c'est le tome 1, l'héliotrope, qui parle de pirates déserts, pour la faire courte. J'ai pas envie de développer plus que ça, juste sachez que en gros on est dans un monde où fut un temps il y a eu de la magie, mais la magie a presque disparu, donc il y en a encore par-ci par-là, surtout des artefacts, mais il y a plus grand monde, voire plus personne qui fait de la magie, sauf dans une cité qui existerait, où ont pu se réfugier tous ces fameux mages, mais la cité est cachée. C'est un peu un mythe comme nous l'Atlantide, donc on sait pas vraiment si cette île existe, et on va donc partir avec ces fameux pirates, qui vont recruter Prudence, notre héroïne, qui n'était pas du tout pirate, ou pas vraiment la recruter plutôt contre son gré que de son plein gré, voilà. Et donc ils vont chercher cette fameuse endroit où seraient ces alchimistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai noté 10 sur 10, lui aussi, comme La Princesse au visage de nuit, et que je ne lui ai trouvé aucun point négatif. C'est vraiment juste parce que Rouge me revenait plus souvent en tête, et que vous verrez pourquoi, mais il était marquant. Donc déjà, on va notifier la beauté du propos, n'est-ce pas? Puisque nous avons des rabats de toute beauté. Je suis pas fan des rabats et je les utilise jamais, mais il y a donc 2 rabats, de gros et beaux rabats. On aime ça quoi évidemment. En plus des rabats, il y a une carte, ou plutôt un plan du bateau, qui est pas vraiment un bateau, mais vous avez compris. Et on rentre donc dans le vif du sujet. Déjà, sachez que c'est plutôt de la jeunesse,
C'est à mi-chemin entre le jeunesse et le young adulte. Pas que ça poserait des problèmes, mais je le ferais pas non plus lire à quelqu'un de 9 ans. Enfin 8-9 ans, vous voyez. Mais collège, c'est parfait selon moi. Donc, moi, j'ai adoré tellement de trucs. Déjà, c'était parfaitement addictif, hein, je l'ai bouffé. Et heureusement que c'était en lecture commune, sinon je l'aurais lu encore beaucoup plus vite. Ensuite, point numéro 2, le personnage de Prudence, qui est donc notre personnage principal, comme je le disais tout à l'heure, va avoir une relation adorable avec les pirates. C'est-à-dire que ça fait très, je sais pas comment le dire, nouvelle arrivante sur le bateau et très... En même temps, elle a cette relation de maman en un sens, parce que elle a beau être beaucoup plus jeune, bah, c'est elle la médecin de bord, c'est... voilà. Et en même temps, bah, elle est beaucoup plus jeune que tout le monde, donc c'est plutôt l'enfant du bateau, et pas qu'elle ait besoin qu'on la gère, mais tout le monde la protège un petit peu parce que bah, ça reste eux des pirates sanglants, et elle, une demoiselle, on va dire ça comme ça. Un énorme autre truc que j'adorais, c'est que Prudence n'a pas de romance avec qui que ce soit. On aime. C'est-à-dire que j'ai mis le doigt sur un truc, donc vous savez, j'aime pas quand l'histoire principale n'est pas du tout autour d'une romance, mais que l'auteur ou l'autrice se sent obligé d'en caser une avec le personnage principal. Et en fait, j'avais pas compris que jusque-là, ce qui me gênait, c'est pas qu'il y ait une romance en fond alors qu'elle était pas utile, c'est qu'il y ait une romance en fond avec le personnage principal qui n'était pas utile. Parce que s'il n'y a pas de romance du tout dans le bouquin, effectivement, ça peut manquer un peu de naturel, un peu de réalisme. Mais s'il n'y en a pas avec le personnage principal et qu'il y en a avec d'autres personnages, c'est très bien. Et là, il n'y a pas de romance avec Prudence. Et en plus, il y a, entre deux personnages dont je tairai le nom, une romance, mais d'un cute. En fait, c'était pas que... Je sais pas comment dire. D'habitude, les romances sont cute parce que les gens se mettent en couple et qui sont mignons à se mettre en couple, et que toi t'es en mode ah là là, il lui a pas dit qu'il le trouvait trop mignon, mais moi je trouve ça trop mignon qu'il pense ça de lui et tout machin. Là, c'est sur un couple déjà établi et qui sont déjà ensemble et qui sont juste trop mignons entre eux, et j'ai trouvé ça trop chou, trop chouette et j'ai kiffé. Ensuite, je vais pas donner trop de détails pour pas spoiler, mais je vais juste dire le hockey, parce que dans le bouquin c'est pas appelé du hockey, mais clairement c'est du hockey. Et cette partie, les gars, il y a une partie de hockey là-dedans, mon dieu, c'était génial, j'ai kiffé. Ce qui veut donc dire que le style d'écriture est très bon, parce que si ça avait pas été bon, j'aurais pas pu visualiser les événements et ça aurait pas été aussi bien évidemment. Je ne pense pas être du genre à aimer particulièrement les pirates, mais je suis pas non plus au stade où je les déteste, comme par exemple j'ai du mal avec les vampires ou d'autres créatures, là ça me vient pas dans les médias, mais je sais que j'ai d'autres trucs. Ah oui, les zombies, je déteste les zombies. Bref. Donc les pirates, je suis ni pour ni contre, voilà, les pirates, m'en fous un peu. Et là, j'ai adoré, donc je me demande en fait si je vais pas bien aimer les pirates au final, mais que j'en avais juste pas eu assez sous la main, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces pirates-là étaient géniaux, j'ai adoré toutes les dimensions pirates. Vous vous en doutez, vous l'aurez probablement compris, il y a énormément d'aventures, et c'est un petit peu pour ça aussi que ça fait très jeunesse, young adulte, un peu entre les deux, parce qu'il y a vraiment cette dimension d'action, d'aventure, qui fait très enfantine presque, mais dans le bon sens du terme évidemment. Et enfin, dernier truc que j'ai adoré, le personnage d'Ézéchiel. Et oui, mesdames, messieurs, autant je me suis un petit peu embrouillée dans certains personnages, mais c'était clairement dû à la lecture commune, c'est-à-dire que j'ai dû faire une assez grosse pause entre deux parties, parce que j'avais lu trop vite la partie d'avant, et du coup je m'y suis prise un peu tard pour la partie d'après. Et du coup j'ai mélangé un peu les personnages et les personnalités et les apparences des persos, mais ça ne serait pas arrivé si je l'avais lu d'une traite comme j'aurais voulu finalement. Et donc par contre celui-là, il n'y avait pas de problème. Hein. Celui-là je m'étais bien gardé en tête, il était vraiment atypique et particulier, et je l'ai adoré. Ézéchiel est génial. D'ailleurs pour ceux qui ont peur de se mélanger, à la fin il y a un glossaire. Et je m'en suis pas servi plus que ça parce qu'en fait dessus il y a juste les fonctions des personnages, et moi ce qui me manquait surtout c'était leurs caractéristiques physiques et leur caractère tout court. Et là pour le coup c'est pas écrit, il y a juste écrit vraiment leur poste dans le bateau, qui est pas un bateau, mais vous avez compris. Donc ça m'a pas suffisamment aidé, mais je pense que ça peut être quand même un bon aide-mémoire, notamment pour les plus jeunes. Bref, donc excellente lecture, mais c'est pas mon gagnant du plib. D'ailleurs, soit dit en passant, vous l'aurez entendu ici en premier, ou pas d'ailleurs, je pense que c'est lui qui va gagner le plib, parce que de tous les gens qui donnent leurs finalistes et leurs gagnants, ils donnent en majorité celui-là. On verra bien s'il adviendra. Moi je pense que celui-là va gagner. Réponse le 16 octobre sur internet ou aux Imaginales. Et enfin, dernier livre que je vous présente, qui est donc mon gagnant, celui pour lequel j'ai voté d'ores et déjà pour
la victoire du plib, j'y crois moyennement comme je vous l'ai dit à cause de Steam Sailors, mais c'est pas grave, on y met tout notre bon cœur. Rouge! Bon après entre nous, hein, vous l'aurez compris, j'ai tellement aimé Steam Sailors que s'il gagne, je n'en voudrais à personne, c'est pas grave. Revenons à donc Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream. Le seul problème que j'ai à évoquer avec ce livre n'est pas de la faute de l'autrice, n'est pas de la faute du texte, donc clairement ça peut pas être un vrai point négatif pour le livre, en tout cas pas vis-à-vis du plib, d'où le fait qu'il a quand même été mon gagnant. Ça manque terriblement d'avertissement, de trigger warning, d'un truc du genre. Il n'y a aucun endroit, aucun, où il y a explicitement écrit pour lecteur averti, à partir de 16 ans, ou un truc du genre. Il y a juste écrit derrière un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue implacablement dans le sang, un conte sensible, sombre et envoûtant qui ne cherche à épargner personne et surtout pas son lecteur. Est-ce que ça vous permet de savoir à partir de quel âge vous pouvez le lire ou à quel point c'est glauque et dégoûtant? Non. Et c'est bien là qu'est le problème, parce que même à l'intérieur, il n'y a aucun endroit où on va vous dire trigger warning de viol, tentative de viol, de truc glauque, je sais pas trop comment le décrire plus que ça, de violence quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres trucs? Je crois que j'ai fait le tour niveau trigger warning, mais moi vous le savez, il n'y a rien qui me trigger, donc en fait ça m'a pas forcément marqué qu'il y avait des... Enfin, ça m'a marqué certains trucs, mais tous ne m'ont pas marqué et tous ne me seront pas restés en tête, donc c'est pour ça que je vous dis que il faut se méfier, il m'en manque peut-être. Le seul vrai point négatif dû à l'autrice, parce qu'en fait tout à l'heure je crois que je vous ai dit qu'il y en avait qu'un, mais en fait il y en avait un autre mais j'avais oublié, parce que du coup maintenant avec le recul il est qu'à moitié vrai. J'ai écrit, à l'époque où j'ai écrit dans la foulée de ma lecture mon avis, j'ai écrit que je ne m'étais pas suffisamment sentie impliquée. Bon maintenant avec le recul, je me suis peut-être pas sentie sur le moment assez impliquée, mais j'y pense encore de temps en temps. Donc bon, je pense que j'étais plutôt impliquée quand même. En fait, au cas où vous ne l'auriez jamais vu en librairie, il a une magnifique tranche rouge pour aller avec son titre. Est-ce que je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas fait le pitch? Je ne vous ai pas fait le pitch. On va suivre une réécriture du conte du chaperon rouge, mais pas aussi flagrante que la plupart des réécritures de contes. Je m'explique. On va suivre Rouge qui a été appelée comme ça parce qu'en fait elle a une tache de vin sur le visage, donc c'est une tache de naissance rouge, et tout le monde la trouve hideuse et surtout il y a la rumeur comme quoi elle serait l'enfant du mal et que si on la touche, eh bien on est atteint de malédiction, etc. etc. Et donc le village va être ravi quand elle va avoir ses toutes premières règles, puisque cela implique dans leur village qu'elle soit envoyée en offrande à la sorcière qui vit à l'autre bout de la forêt, ou dans la forêt, je sais plus, parce que c'est comme ça, toutes les filles à leurs premières règles sont envoyées à cette fameuse sorcière. Donc je pense que vous voyez les parallèles qu'on peut faire avec le petit chaperon rouge, et c'est ça tout du long avec certains personnages, avec certains événements, et rien que ça déjà, c'était très fun, c'était très chouette, parce qu'en même temps ça reste une réécriture du petit chaperon rouge, mais pas tout, vous voyez, pas au point que l'histoire en soit prévisible, pas au point qu'on se dise juste oh il y a ça qui a été modifié dans le conte, mais c'est tout. C'est juste, on dirait presque des clins d'œil, mais des clins d'œil très flagrants quoi. De la même manière qu'en fait les trois qui m'ont le plus plu, je les dévorés aussi en lecture commune, donc si je ne l'avais pas lu en lecture commune, je l'aurais lu aussi beaucoup plus vite, mais très addictif. D'ailleurs, plus on avançait dans le texte, en fait, plus ça me plaisait, plus je trouvais ça addictif, parce que j'avais déjà une bonne base, j'aimais bien déjà de base, et plus les événements ou les découvertes sur les personnages et sur le monde arrivaient, plus j'étais en mode ah ouais j'adore, ah ouais j'adore, ah ouais j'adore. Et ça explique largement pourquoi c'est mon finaliste. J'ai déjà commencé sur la base de ça va être dégoûtant, ça va être glauque, je sais qu'il y a des viols explicites, je sais qu'il y a des violences, tortures, je saurais pas trop comment vous le dire, explicites. Donc bon, moi qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, me trigger pas vraiment, c'est pas grave. Mais du coup, j'étais quand même prévenue. Je m'attendais pas à ça quand même. C'est-à-dire que normalement, si je dis pas de bêtises, cette collection de Gulfstream, c'est une collection Young Adult. Pour Young Adult bien accroché, hein. Ou fin Young Adult, début âge adulte, ou je sais pas, mais il faut vraiment avoir le cœur accroché, l'estomac accroché, ou pas avoir ces triggers-là. D'ailleurs, là depuis tout à l'heure, je parle que de la dimension dégoûtante, physiquement parlant, mais alors psychologiquement parlant, c'est hardcore aussi. Alors pas trop pour nous, mais plus pour les persos, mais au final, ouais, on se sent vraiment à la place de Rouge, parce que Rouge, en fait, au final, c'est le seul personnage qui fait vraiment humain, auquel on peut vraiment s'accrocher, que les autres sont moins humains, ou moins proches, ou moins présents dans le récit, ce qui fait qu'on
on s'accroche qu'à Rouge réellement. On finit, comme vous vous en doutez, à rencontrer la fameuse sorcière grand-mère, vous voyez. Et ce perso était beaucoup trop bien. Je l'ai surkiffé, donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant qu'au fur et à mesure de ma lecture, ça s'accumulait les trucs bien. Ouais, quand on a rencontré la grand-mère, j'étais en mode oh, toi t'es un personnage stylé. Je dis pas que je t'aurais aimé si j'avais été dans ton monde, mais t'es un personnage très stylé en tant que personne de l'extérieur. Ensuite, je pensais savoir à peu près le déroulé global de l'histoire, savoir à peu près où ça finirait. Au final, non. Puisque là où je pensais que ça finirait, c'était plutôt les 2/3 du bouquin. Donc à la fin, j'ai eu un tiers d'inconnu total, en mode mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Et ça, j'ai kiffé. Ça revient un peu sur cette histoire de ça copie pas le conte tant que ça, et ça part vraiment sur autre chose, et du coup c'est un peu plus inattendu que ce qu'on croit. Et enfin, le truc qui est génial, c'est qu'on peut être scié jusqu'à la fin du bouquin, parce que l'épilogue, moi je trouve qu'en règle générale, l'épilogue c'est juste pour rajouter du miel sur le truc. C'est un peu la cerise sur le gâteau en mode tiens, on savait pas exactement si l'histoire finissait bien, je viens m'assurer que t'as compris que l'histoire finissait bien. Ça pour moi c'est les épilogues en temps normal. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout un épilogue comme ça. Alors je dis pas pour autant que ça finit mal, je vous spoil pas, peut-être ça finit bien quand même, peut-être ça finit mal, bon. Mais c'est pas du tout ce style d'épilogue, c'est-à-dire qu'il y a un plot twist dans l'épilogue. Je pense, dites-moi si vous avez des exemples du contraire, parce que si vous en avez, je suis très preneuse. Mais des plot twists dans l'épilogue, eh bien c'est pas tous les 4 matins. Donc là il y en a eu un. Donc là je suis contente, parce que c'était trop bien de lire un plot twist dans l'épilogue, et surtout c'était très inattendu. Donc moi je vous ai entre guillemets gâché l'inattendu, parce que vous savez qu'il y en a un, mais en même temps, vous savez pas ce que c'est. Donc peut-être que ça vous encouragera à lire. En tout cas, il était excellent, je vous le conseille évidemment fortement, puisque c'est mon gagnant du plive. Si par contre les triggers dont je vous ai parlé vous concernent personnellement, je vous conseille, si vous êtes ado ou plus, de lire Esther Parmentier, si vous êtes dans l'humour aussi, et dans les créatures surnaturelles, la Bitly, tout ça. Si en revanche vous êtes plutôt fantasy, plutôt pirate, plutôt jeunesse, et bien évidemment Steam Sailor. Bref, 3 excellentes lectures de SFFF. Et si vous aimez pas la SFFF, là pour le coup, je vous conseille Taciturne Éternité si vous êtes branché poésie. Et si c'est pas votre cas, passez votre chemin. Les 100, je vous le conseille pas spécifiquement, sauf si vous êtes un gros fan de drama. Et en ce qui concerne Fahrenheit 451, même si vous n'êtes pas fan de classique, je vous le conseille fortement. Par contre, il faut s'attendre à la fin ouverte, s'attendre à ce que ça pète pas dans tous les sens, c'est pas Hunger Games non plus. Et je crois que j'ai fait le tour. Bref, beaucoup d'excellentes lectures dans cet update, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Dites-moi si l'un de ces livres vous intéresse, si vous l'avez dans votre palle, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine. Ciao!